Imaginez recevoir un cadeau si magnifique qu'il se transforme en condamnation à mort pour votre propre mère. Artinte n'avait que 16 ans lorsque le manteau royal tissé de la main de la reine Amestris enveloppa son corps, la marquant à jamais comme propriété sexuelle de son propre beau-père et oncle, le roi des rois Xerxès de Perse. Ce qui débuta comme une liaison secrète dans les chambres interdites du harem impérial en 480 avant Jésus-Christ, juste après l'humiliante défaite dans les eaux de Salamine, déclencha l'une des vengeances les plus brutales jamais enregistrées par l'histoire. La mère d'Artinte eut ses seins arrachés, son nez tranché, ses oreilles mutilées, ses lèvres coupées et sa langue extraite alors qu'elle respirait encore, le tout jeté aux chiens affamés du palais. Mais ce ne fut que la première mort. Ce que vous êtes sur le point de découvrir, c'est comment les mêmes hommes qui contrôlaient l'accès aux femmes du harem, les eunuques qui connaissaient chaque secret obscur du pouvoir absolu, complotèrent pour assassiner le monarque le plus puissant de la terre. 15 années après cette nuit fatidique, les mains d'Artaban et de l'eunuque Aspamitrès transpercèrent la poitrine de Xerxès pendant qu'il dormait, mettant fin violemment à la dynastie qui avait dominé 3 continents. Si cette histoire vous captive déjà, sachez qu'elle ne fait que commencer. Je vous invite à vous abonner à Secrets de l'Alcôve Royale, car nous dévoilons les mystères les plus interdits de la royauté, ceux qu'on ne vous a jamais enseignés à l'école. Laissez un like si vous souhaitez découvrir la suite de cette tragédie impériale qui a secoué l'Empire perse. Dans les commentaires, partagez avec nous votre pays, votre ville ou votre région, car j'adore savoir d'où viennent les femmes passionnées d'histoire qui composent notre communauté. Et surtout, dites-moi quelle reine, impératrice ou favorite royale vous aimeriez voir dans nos prochaines vidéos. Marie-Antoinette, Catherine de Médicis, Hurrem Sultana, votre voix compte et façonne les secrets que nous révélons ensemble. Pour comprendre l'ampleur de cette tragédie, il faut d'abord pénétrer dans l'univers du plus grand empire que le monde antique ait connu. L'empire perse achéménide s'étendait de l'Égypte jusqu'aux frontières de l'Inde, dominant 28 nations et contrôlant près de 44% de la population mondiale au 5e siècle avant Jésus-Christ. Au cœur de cette immensité se trouvaient les palais de Persépolis et de Suse, véritable citadelle du pouvoir absolu où résidait Xerxès Ier, fils du légendaire Darius Ier. Après avoir hérité du trône en 486 avant Jésus-Christ, Xerxès lança l'invasion massive de la Grèce avec une armée estimée à plus de 100 000 hommes. Mais en 480 avant Jésus-Christ, les eaux de Salamine engloutirent ses rêves de conquête. Humilié, vaincu, le roi des rois retourna dans ses palais où l'attendait une structure de pouvoir unique au monde, le harem impérial. Cette institution n'était pas simplement un lieu de plaisir, mais un système complexe administré par des eunuques tout-puissants qui contrôlaient l'accès aux centaines de femmes appartenant au monarque. C'est dans ce labyrinthe de désirs et de complots que se noua le destin d'Artinte, jeune princesse née au sein même de cette cage dorée. Au centre de ce drame se dressait Xerxès Ier, monarque de 55 ans dont le règne oscillait entre gloire militaire et décadence personnelle. Après Salamine, quelque chose s'était brisé en lui. L'homme qui avait fait fouetter la mer pour son insolence cherchait désormais ses conquêtes ailleurs. Artinte incarnait tout ce qui échappait encore à son contrôle absolu. La jeunesse, la beauté virginale, l'interdit suprême. Cette adolescente de 16 printemps portait en elle un double lien de sang qui aurait dû la protéger. Son père Maciste, frère cadet de Xerxès et satrape de Bactriane, comptait parmi les généraux les plus respectés de l'Empire. Son époux Darius, prince héritier et fils aîné du roi, représentait l'avenir de la dynastie. Entre ces deux hommes, Artinte vivait dans l'illusion d'une sécurité que les murs du palais ne pourraient jamais garantir. Face à eux se tenait Amestris, reine depuis 23 ans, fille du puissant Otanès et femme au tempérament de fer. Les chroniques d'Hérodote la décrivent comme une souveraine impitoyable qui n'hésitait jamais à éliminer ses rivales. Enfin, dans les coulisses de cette tragédie, évoluaient les véritables maîtres du harem. Artaban, commandant de la garde royale des immortels, et Aspamitre, chef des eunuques, ces hommes sans descendance qui détenaient les clés de toutes les alcôves impériales. Ce que les archives perses révèlent dépasse l'imagination moderne.
Le harem impérial de Suse et Persépolis ne constituait pas un simple quartier de femmes, mais une véritable institution de surveillance totale, orchestrée par une hiérarchie d'eunuques dont le pouvoir rivalisait avec celui des plus hauts dignitaires. Aspamitre, chef suprême de cette administration, détenait les registres complets de chaque femme, leur lignage, leur fertilité, leur cycle menstruel, leurs relations intimes avec le monarque. Aucune n'échappait à son inventaire méticuleux. Les documents cunéiformes retrouvés dans les ruines de Persépolis attestent d'un protocole rigoureux. Chaque nouvelle arrivante subissait un examen physique pratiqué par des sages-femmes sous supervision directe des eunuques gardiens. Ces inspections vérifiaient non seulement la virginité, mais également la capacité à enfanter, la symétrie corporelle, l'absence de cicatrices ou malformations. Les témoignages d'ambassadeurs grecs comme Hérodote décrivent de comment les eunuques consignaient tout dans des tablettes d'argile. Date des unions, durée des visites nocturnes, présence ou absence de saignement lors des déflorations. Cette bureaucratie de l'intimité servait un dessein précis: garantir la pureté du sang royal et prévenir toute contestation dynastique. Mais elle créait surtout une prison invisible. Les femmes du harem vivaient dans un luxe inouï, vêtues de soie importée de Chine, parées de bijoux provenant des 4 coins de l'Empire, servies par des dizaines d'esclaves. Pourtant, elles demeuraient prisonnières d'une architecture conçue pour les isoler. Les appartements féminins, situés au cœur du palais, ne possédaient qu'une seule entrée gardée jour et nuit par les immortels et contrôlée exclusivement par les eunuques. Personne n'y pénétrait sans leur autorisation. Personne n'en sortait sans leur accord. Dans cet univers clos, Artinte avait grandi en observant sa propre mère naviguer les périls de cette cage dorée. Elle connaissait les règles non écrites: obéir, plaire, survivre. Ce qu'elle ignorait, c'est que ces mêmes murs qui devaient la protéger allaient devenir le théâtre de sa destruction. Vous commencez à percevoir l'ampleur de cette histoire, n'est-ce pas? Ce que je vous révèle aujourd'hui ne figure dans aucun manuel scolaire. Aucun documentaire traditionnel n'ose aborder ces vérités avec autant de profondeur. C'est précisément pour cela que Secrets de l'alcôve royale existe, pour donner voix à ces femmes dont l'histoire a été effacée, censurée, réduite au silence pendant des millénaires. Si vous appréciez ce voyage dans les mystères les plus interdits de la royauté, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre communauté. Chaque like que vous laissez m'encourage à continuer ces recherches historiques approfondies. Chaque commentaire où vous partagez vos impressions, vos découvertes ou vos suggestions enrichit notre exploration collective. Nous sommes bien plus qu'un canal. Nous formons une confrérie de passionnés d'histoire qui refusent les versions édulcorées. Alors dites-moi, connaissiez-vous l'existence de ces systèmes de surveillance dans les harems perses? Votre participation construit l'âme de ce projet. Maintenant, plongeons dans le moment qui bascula tout. Tout bascula lors d'un banquet royal organisé dans les jardins suspendus de Suse au printemps 479 avant Jésus-Christ. Selon les chroniques d'Hérodote, Xerxès aperçut Artinte parmi les convives et quelque chose s'enflamma dans le regard du monarque vieillissant. La jeune femme venait d'épouser son fils Darius quelques mois auparavant. Elle portait les vêtements traditionnels des princesses perses, mais ce fut son innocence qui captiva le roi des rois. Les semaines suivantes, Xerxès tenta d'abord de séduire l'épouse de son frère Masiste, mère d'Artinte. Devant son refus catégorique, il changea de stratégie avec une perversion calculée. Il arrangea le mariage entre Artinte et son propre fils, garantissant ainsi la présence permanente de la jeune femme dans les appartements royaux. Ce qui devait protéger Artinte la plaça directement dans la toile du prédateur. Un soir, les eunuques reçurent l'ordre de conduire la jeune mariée aux chambres privées du monarque. Aspamitre savait exactement ce que cela signifiait. Les tablettes royales consignèrent cette nuit avec la discrétion administrative habituelle, mais les servantes du harem transmirent une version bien différente. Artinte supplia, pleura, invoqua son mariage avec le prince héritier, rappela qu'elle était la nièce du roi. Rien n'arrêta Xerxès. Dans l'univers clos du palais achéménide, la volonté du roi des rois constituait la seule loi existante. Le lendemain de cette première nuit, selon la tradition perse, Xerxès offrit à Artinte le privilège de choisir un présent royal. La jeune femme, terrifiée et cherchant peut-être une protection, demanda le manteau magnifique que portait le monarque. Ce vêtement n'était pas ordinaire.
Tissé de la main même de la reine Amestris durant des mois, orné de fils d'or et de pourpre tyrienne, il représentait un symbole d'amour conjugal que seuls les yeux royaux devaient contempler. Xerxès, aveuglé par sa passion transgressive, commit l'erreur fatale. Il donna le manteau à sa jeune maîtresse. Quand Amestris découvrit Artinte vêtue de son œuvre, elle comprit instantanément la trahison. Mais la reine ne blâma pas le roi. Dans sa logique impitoyable, elle identifia la véritable coupable, celle qui avait osé accepter ce qui ne lui appartenait pas. Amestris attendit le moment stratégique avec la patience d'une chasseresse. Lors de la fête royale de Ticta, célébration annuelle où le monarque ne pouvait refuser aucune requête formulée par la reine, elle prononça les mots qui scellèrent le destin d'une famille entière. Elle ne demanda pas la mort d'Artinte. Elle exigea quelque chose de bien plus terrible. La mère de la jeune femme, l'épouse de Maciste, celle qui avait initialement refusé les avances de Xerxès. La logique tordue de cette vengeance révèle la complexité des dynamiques de pouvoir dans le harem perse. Amestris comprenait qu'elle ne pouvait toucher directement au roi et qu'exécuter Artinte provoquerait un scandale impliquant le prince héritier Darius. Alors, elle frappa là où la douleur serait maximale sans menacer ouvertement la succession. Les gardes royaux traînèrent l'épouse de Maciste dans la cour du palais. Devant une assemblée de courtisans pétrifiés, sur ordre explicite de la reine et sous les yeux impuissants de Xerxès qui ne pouvait briser sa parole donnée lors de Ticta, les bourreaux commencèrent leur œuvre méthodique. Les chroniques d'Hérodote détaillent avec une précision clinique les seins arrachés en premier, puis le nez tranché à la lame, les oreilles sectionnées, les lèvres découpées et finalement la langue extraite de la bouche sanglante. Chaque morceau de chair fut jeté au chien affamé maintenu à proximité. La femme, encore vivante après ses mutilations, fut abandonnée dans cet état comme avertissement vivant. Maciste, apprenant le sort de son épouse, comprit immédiatement que lui et ses enfants seraient les prochaines victimes. Il rassembla ses partisans en Bactriane, sa satrapie, tentant d'organiser une rébellion contre son propre frère. Xerxès envoya ses armées avant que la révolte ne s'organise. Maciste fut capturé et exécuté avec l'ensemble de ses fils. Artinte disparut des archives historiques à ce moment précis. Certains manuscrits suggèrent qu'elle fut empoisonnée discrètement, d'autres qu'elle se donna la mort. Les eunuques qui avaient de faciliter les rencontres secrètes, dont Aspamitre, prirent note de cette leçon brutale. Même servir les désirs du roi pouvait mener à la destruction. Cette réalisation planta les graines d'une conspiration qui mûrirait durant 15 longues années. 15 années s'écoulèrent entre la tragédie d'Artinte et la nuit du 4 août 465 avant Jésus-Christ. Durant cette période, Xerxès sombra progressivement dans une paranoïa alimentée par ses propres excès. Le monarque, qui avait autrefois commandé la plus grande armée jamais assemblée, passait désormais ses journées cloîtrées dans les appartements du harem, entouré de centaines de femmes mais incapable de faire confiance à quiconque. Artaban, commandant des Immortels, et Aspamitre, chef des eunuques, observaient cette décadence avec un mélange de mépris et d'opportunisme calculé. Ces hommes détenaient un pouvoir unique. Ils contrôlaient physiquement l'accès au corps du roi. Chaque nuit, ils décidaient qui entrerait dans les chambres royales, qui porterait les plateaux de nourriture, qui verserait le vin. Les documents perses révèlent une ironie dévastatrice. Le système même que Xerxès avait utilisé pour satisfaire ses désirs illimités devint l'instrument de sa perte. Les eunuques, censés être des serviteurs neutres sans ambition dynastique propre, accumulèrent tant de connaissances et d'influence qu'ils finirent par surpasser les membres de la famille royale. Aspamitres connaissait chaque secret du palais, chaque transgression, chaque faiblesse. Cette nuit d'août, profitant du sommeil du roi après un banquet nocturne, Artaban et Aspamitres pénétrèrent dans les appartements privés. Les gardes extérieurs, tous sous les ordres d'Artaban, ne bougèrent pas. Les servantes du harem, toutes supervisées par Aspamitre, gardèrent le silence. 7 coups de poignard transpercèrent la poitrine de Xerxès pendant son sommeil. Le roi des rois mourut sans même avoir le temps de crier. Les conspirateurs tentèrent ensuite d'accuser Darius, le prince héritier et époux d'Artinte, du parricide. Le plan échoua partiellement, mais plongea l'Empire dans une guerre civile qui l'affaiblit irrémédiablement. La dynastie achéménide ne s'en remit jamais vraiment,
ouvrant la voie aux conquêtes d'Alexandre le Grand un siècle plus tard. Ainsi, le désir transgressif pour une jeune nièce de 16 ans déclencha une cascade de destruction qui aboutit à la chute du plus grand empire antique. Les historiens perses ultérieurs effacèrent méticuleusement Artainte des chroniques officielles. Son nom ne figure sur aucune inscription monumentale, aucune liste dynastique, aucun registre cérémoniel. Mais Hérodote, l'historien grec, préserva son histoire comme avertissement éternel sur les dangers du pouvoir absolu sans limite morale. L'histoire d'Artainte nous rappelle une vérité que les siècles ont tenté d'effacer. Derrière chaque grande civilisation se cachèrent des femmes dont les corps furent transformés en champs de bataille politiques. Ce manteau royal qui causa tant de destruction symbolise parfaitement le piège doré dans lequel vivaient ces princesses et reines. Elles possédaient tout le luxe imaginable, mais aucune liberté sur leur propre destinée. Si cette plongée dans les alcôves interdites de l'Empire perse vous a fasciné, imaginez les secrets que nous réservent encore Marie-Antoinette à Versailles, Catherine de Médicis au Louvre ou Hürrem Sultana dans le harem ottoman. Abonnez-vous à Secrets de l'alcôve royale pour ne manquer aucune révélation. Laissez un like si vous souhaitez que je continue à dévoiler ces vérités historiques censurées. Dans les commentaires, dites-moi quelle souveraine vous aimeriez découvrir ensuite et partagez votre région, car j'adore savoir où se trouvent les femmes passionnées qui forment notre communauté grandissante. Ensemble, nous redonnons voix à celles que l'histoire voulait faire taire. Les mystères de l'alcôve royale n'ont pas fini de vous surprendre.